Mon équipe et moi-même allons vous parler de l'influence de l'art et de la culture japonaise en Occident, le japonisme. Donc, pendant la période Edo, le Japon était isolé du reste du monde. Seul un port international, situé sur l'île artificielle d'Ejima, était actif et les seuls occidentaux à pouvoir commercer avec le Japon étaient les Hollandais. Donc, l'exportation vers l'Europe d'objets japonais se fait par l'intermédiaire de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales et elle est principalement réservée à l'élite européenne. Les principaux objets exportés avant le 19e siècle, c'était des porcelaines et des objets laqués. À la suite de l'expédition militaire du commodore Matthew Perry, visant à forcer le Japon à rouvrir des relations diplomatiques et commerciales avec l'Occident, qui est alors fermé depuis plus de 2 siècles, l'art japonais général va se populariser dans toutes les classes sociales. Donc, le Japon du début de l'ère Meiji participe aux expositions universelles de Londres ou encore de Paris dès les années 1860. Donc, les objets nippons importés, tels que les soieries, les peintures, les étampes et bien d'autres, inspirent les artistes occidentaux, mais également les artisans et les écrivains. Cette mode va durer près d'un demi-siècle et elle sera nommée en 1872 japonisme par le critique d'art français Philippe Burti, à travers plusieurs publications dans la revue Renaissance littéraire et artistique. Donc, à l'origine, le japonisme, c'est une imitation, une appropriation du style artistique japonais, mais aussi de la culture japonaise. Et avec le temps, c'est devenu un nouveau style alliant l'art oriental à l'art occidental. Et toutes les formes artistiques de la fin du 19e siècle ont été touchées par le japonisme, et chaque forme avec ses propres caractéristiques. Donc, quelles sont les principales caractéristiques du japonisme dans les formes d'art occidental? C'est le sujet de notre travail aujourd'hui. Donc, comment le japonisme influence-t-il l'Occident? Donc, le courant réaliste, qui était majoritaire en Occident dans le début du 19e siècle, il s'essouffle peu à peu avec l'invention de la photographie en 1839. Et très vite, les artistes occidentaux vont chercher de nouvelles inspirations pour se détacher du réalisme et de ses normes, et ils vont la trouver avec l'importation d'objets japonais. Donc, parmi tous les objets nippons importés, les gravures sur bois, donc les étampes, réalisées par des maîtres de l'école ukiyo-e, ont principalement transformé l'art impressionniste et post-impressionnisme occidental en démontrant que des sujets simples, éphémères et quotidiens pouvaient être présentés de manière attrayante et décorative. Ukiyo-e, ça signifie littéralement image du monde flottant et c'est le nom d'un mouvement artistique japonais datant de l'époque Edo. Donc, ce mouvement se caractérise essentiellement grâce aux étampes gravées sur le bois. Les principaux artistes du mouvement et ceux qui ont le plus influencé les artistes européens sont Katsushika Okuzai, Kitagawa Utamaro et Utagawa Hiroshige. Donc, l'influence de ces œuvres nippones de l'ukiyo-e est à l'origine du courant artistique occidental, le japonisme. De plus, le début de l'influence japonaise correspond avec le début de la révolution industrielle et de la production de masse en Europe. Et les étampes japonaises étaient une technique d'impression rapide et peu coûteuse. Et ça permettait une production tout aussi rapide et en grande quantité. Donc, ça allait vraiment de pair avec la vision occidentale de l'époque. Donc, quels sont les thèmes abordés dans le japonisme? Donc, les thèmes abordés proviennent du mouvement ukiyo-e et des étampes qui proviennent de ce même mouvement. Donc, ils représentent surtout les intérêts de la bourgeoisie japonaise à l'époque. Donc, parmi les sujets abordés dans le mouvement ukiyo-e, on retrouve les jolies femmes, les waran, donc c'était les courtisanes à l'époque, les shunga, donc c'est des scènes érotiques, le théâtre kabuki, les yokai, donc, qui sont des créatures surnaturelles, la nature et les lieux célèbres. Les moments de la vie quotidienne, les portraits et les instants fugitifs de la vie ordinaire deviennent eux aussi des sujets de toile. Les artistes occidentaux, ils vont beaucoup s'inspirer de ces thèmes. Donc, par exemple, comme on peut le voir sur cette image, c'est une femme qui a des traits occidentaux, mais elle est vêtue d'un kimono aux motifs orientaux. Elle a aussi un éventail et elle porte un chignon à la mode de l'époque au Japon. Et c'est une œuvre d'Alfred Stevens qui est intitulée La japonaise parisienne et qui démontre bien justement l'influence de la culture japonaise en Europe à l'époque. Donc, le mouvement post-impressionniste des Nabis va s'inspirer tout autant du style japonais.
Donc, le format va lui aussi être influencé, surtout par les post-impressionnistes des Nabi. Et certains vont préférer peindre sur des kakémonos. Donc, ce sont de longues bandes de soie ou de papier vertical encadrées en rouleau. Donc, ils vont préférer ça plutôt que la toile. Donc, c'est le cas pour les deux peintures présentes à l'image, peintes sur des bandes de coton par Pierre Bonnard. Donc, Pierre Bonnard, c'est l'un des fondateurs du groupe post-impressionniste des Nabi, et c'est aussi l'un des artistes les plus influencés par l'art japonais qui provient de ce groupe. Donc, quels sont les domaines influencés par le japonisme? Donc, il y a plus ou moins tous les domaines artistiques qui ont été influencés par le courant. Donc, l'art et la culture japonaise sont perçus comme une révolution artistique et esthétique en Occident à l'époque. Les premiers domaines influencés par le japonisme sont les arts décoratifs, donc par exemple avec les céramiques, les lacs, qui sont issus de l'importation, et ce sont eux aussi qui servent d'abord d'inspiration aux artisans et aux artistes occidentaux. Les étampes vont aussi être beaucoup utilisées, surtout par des grands peintres comme Manet, Monet ou encore Van Gogh. Et voilà. Et parmi les domaines influencés, on peut par exemple citer les beaux-arts, la littérature, la musique, la mode, le théâtre, la poésie et aussi le paysagisme. Donc moi, je vais vous parler du japonisme à travers les beaux-arts, donc comment les arts japonais ont influencé les beaux-arts occidentaux. Donc c'est beaucoup passé à travers la forme d'art ukiyo-e, qui est en fait une forme d'art d'étampe. Donc c'est une gravure de bois qui est ensuite peinte et qu'on presse contre un support papier afin d'obtenir une image. Donc les deux images que vous avez là, en fait, sont des œuvres ukiyo-e. Donc ce sont des étampes apposées sur du papier qui donnent ça. Il y a trois grands artistes ukiyo-e qui sont connus comme étant les trois grands influenceurs pendant le japonisme, les trois grands influenceurs sur les beaux-arts occidentaux. Donc le premier, probablement le plus connu, c'est Katsushika Hokusai. Il est connu principalement pour ses représentations de la nature, alors qu'à ce moment-là, les ukiyo-e représentaient généralement des personnages, des scènes quotidiennes au Japon. Hokusai choisit de focuser plus sur la nature, sur les paysages. D'ailleurs, sa série probablement la plus connue, les 36 vues du mont Fuji, dont est tirée la peinture à droite que vous avez probablement tous vue. C'est La Grande Vague, donc elle vient de cette série des 36 vues du mont Fuji. Le deuxième artiste étant reconnu comme ayant influencé les courants artistiques occidentaux est Kitagawa Utamaro. Donc, Kitagawa Utamaro était célèbre pour ses scènes érotiques et ses portraits de femmes nues à l'intérieur de ses œuvres, bien qu'à ce moment-là, ce n'était pas un caractère pornographique, c'était vraiment plus un caractère artistique. Son influence sur les Occidentaux passe beaucoup à travers son utilisation des sombres et des clairs, ainsi que des représentations partielles à l'intérieur de ses œuvres. À noter que quand on dit sombre et clair, on ne parle pas d'ombrage à proprement parler, mais bien de couleurs sombres par rapport aux couleurs claires dans la même toile. Et quand on parle de représentation partielle, c'est un personnage qui n'est pas complètement dans l'œuvre ou qui se retrouve dans l'œuvre de plusieurs manières différentes, comme par exemple le bébé avec le miroir dans l'image que vous avez en haut. Le troisième artiste ayant beaucoup influencé les courants occidentaux est Utagawa Hiroshige. Donc, Hiroshige est connu beaucoup pour ses représentations un petit peu plus classiques ukiyo-e, c'est-à-dire le quotidien au Japon, avec parfois un grand paysage japonais, beaucoup mettant en scène des personnages dans des scènes banales dans la vie de tous les jours, donc les petites choses. Il inspire par sa maîtrise des tons et la composition de ses œuvres. Donc, c'est beaucoup son rapport à la couleur, pardon, ainsi qu'à la manière de composer ses toiles, c'est-à-dire la couleur en quelle quantité par rapport à quelle couleur en quelle quantité, que les artistes occidentaux trouvent très impressionnant. L'influence des ukiyo-e inspire beaucoup les artistes occidentaux parce que au moment du japonisme, en fait, le réalisme commence à se fatiguer un petit peu comme courant artistique, c'est-à-dire qu'il est de moins en moins populaire. Puis les artistes occidentaux cherchent une autre manière d'aller trouver de l'inspiration. Et à ce moment-là, ils découvrent les ukiyo-e, en fait, qui étaient utilisés comme papier d'emballage
pour les objets japonais livrés en Occident. Puis les artistes qui sont tombés amoureux de ces papiers d'emballage-là, ils en ont compris le, la fabrication, mais ils n'ont jamais recréé la technique des ukiyo-e. Donc, il n'y a jamais eu un artiste occidental, par exemple Van Gogh, qui aurait fabriqué une étampe. C'est pas arrivé. Mais ils s'en sont beaucoup, beaucoup inspirés, par contre, dans leurs œuvres pour pouvoir incorporer des codes de l'ukiyo-e à leurs propres œuvres qui essayaient de briser un petit peu le réalisme. Pas parmi cette influence-là, parmi les artistes influencés par les ukiyo-e, donc les artistes beaucoup impressionnistes, post-impressionnistes, il y en a beaucoup, beaucoup qui faisaient la collection d'étampes ukiyo-e, c'est-à-dire d'œuvres ukiyo-e. Van Gogh, notamment, avait une collection de plus de 400 pièces. Monet avait une collection de 220 quelques pièces. Donc, ça fait quand même des grosses collections d'œuvres pour les artistes. Parfois, il s'en servait tout le temps pour s'inspirer. Parfois, il les exposait même donc, dans des musées. Donc, l'influence des ukiyo-e en termes de technique artistique, on retrouve des couleurs plus vives que dans le réalisme, souvent voire dans l'exagération, sans que ce soit du surréalisme. On met des couleurs plus vives que dans les peintures réalistes, des lignes plus sinueuses et moins complexes, c'est-à-dire qu'on essaie moins d'aller faire une ligne parfaite et on essaie plutôt d'aller faire une ligne fluide, des toiles composées de sombre et de clair plus évidents. Donc, vous pouvez le voir par exemple avec l'exemple d'Une nuit étoilée de Van Gogh qui est en haut à droite. On joue beaucoup plus avec le clair versus le sombre dans les toiles. On essaie beaucoup plus de mettre ça en valeur, de mettre l'emphase là-dessus. Un refus de la perspective et du réalisme. Donc ça vient vraiment pour briser les codes du courant réaliste qui précédait le courant impressionniste, le courant post-impressionniste, qui, eux, sont inspirés par les œuvres ukiyo-e. Donc, deux bons exemples que vous avez dans les deux toiles du bas dans le PowerPoint, une de Monet et une de Van Gogh. En fait, c'est le manque de perspective. Alors oui, on peut voir le background, si vous voulez, l'arrière-plan de la toile, mais il n'y a pas de perspective en jeu. On n'essaie pas de mettre des ombrages ou de faire des reflets ou d'aller chercher cet élément-là de loin ou de rapprocher. Tout est au même plan. Puis, c'est à la personne qui regarde l'œuvre de juste comprendre ce qui se passe. L'artiste, lui, il va beaucoup plus dans la simplicité. On refuse le réalisme pour aller chercher quelque chose de plus simple, de plus quotidien, voire banal. Donc, ce qui amène au prochain point, représentation de scènes quotidiennes. On essaie plus de trouver l'inspiration dans les grandes choses, dans les grands moments. On essaie de trouver l'inspiration dans les petites choses. Les petits riens par-ci, par-là, des personnages des fois banals, comme par exemple l'œuvre Ces portraits du père Tanguy que vous avez devant vous, l'image du milieu. Donc, le père Tanguy, en fait, c'était un marchand d'œuvres d'art que Van Gogh connaissait. Puis, il l'a simplement inspiré comme ça. C'était un petit moment banal. Et également, incorporation d'éléments japonais dans les œuvres. Donc, ça peut passer soit par une femme qui porte un kimono, par exemple, comme disait ma collègue, ou alors tout simplement par on met des éléments typiquement, voire stéréotypiquement japonais dans les peintures, comme par exemple celle de Van Gogh, vous avez encore une fois au centre, on remarque le mont Fuji en haut du chapeau du père Tanguy, avec un personnage aux traits japonais à gauche, ainsi qu'un paysage japonais à droite, angle d'épaule du père Tanguy. C'est dans des petites choses comme ça qu'on va aller intégrer des éléments japonais, comme pour faire un clin d'œil, un petit coucou aux inspirations japonaises que les artistes avaient à ce moment-là, qu'ils trouvaient dans les ukiyo-e. Là, le PowerPoint est fini, il faut juste que je trouve comment arrêter d'enregistrer. Donc, le japonisme dans la littérature. Donc, comme pour les artistes des beaux-arts, les auteurs occidentaux du XIXe siècle ont une volonté de se moderniser et cherchent de nouvelles sources d'inspiration. L'art japonais et l'esthétique japoniste vont parfaitement pouvoir répondre à cette recherche. Cette nouvelle esthétique inspirera notamment Victor Hugo ou Baudelaire, qui étaient aussi de grands collectionneurs d'étampes.
Donc, le japonisme s'est diffusé dans la littérature et dans la poésie, notamment grâce aux écrivains reconnus qui étaient aussi critiques d'art. Donc, on peut citer par exemple Baudelaire. Des auteurs comme Pierre Loti ou Paul Claudel ont aussi contribué à diffuser leur vision du Japon à travers des récits de voyage, des romans ou encore des articles. Le penchant de la culture japonaise pour le symbolisme a grandement influencé les poètes occidentaux. Les œuvres japonaises, notamment les œuvres peintes, inspirent les auteurs occidentaux par leur recherche de l'harmonie, une recherche qui se traduit chez les poètes par l'augmentation de l'utilisation de l'image afin de désigner l'idée. Si le japonisme n'est pas la seule influence observable dans les poèmes et les écrits de l'époque, sa présence parmi les plus grandes influences des écrivains est indéniable. Suivant la même pensée que les peintres impressionnistes, les écrivains occidentaux s'inspirent des œuvres japonaises afin d'y trouver une nouvelle forme de communication, un nouveau médium. Concrètement, ce nouveau médium se traduit par un changement de la forme en poésie. On commence, avec le japonisme, à explorer la dualité contradictoire des idées, tout en aspirant à l'harmonie. Pour les poètes, il n'est alors plus question de simplement décrire une scène comme étant positive ou négative, mais bien comme un amas d'éléments chaotiques formant un tout pourtant harmonieux. Ainsi, chez Baudelaire, par exemple, on retrouve des descriptions plus mystérieuses, dont le message se cache derrière un symbolisme qui se veut lui-même faire partie de l'œuvre, sans n'en être qu'un médium. On cherche alors dans la littérature occidentale à décrire l'harmonie mystérieuse se cachant derrière des scènes autrement anodines, tout en conservant cette nature mystérieuse. Si le fond des œuvres poétiques occidentales de l'époque est donc fortement inspiré par le japonisme, la forme n'en est pas pour autant laissée derrière. Le style littéraire des auteurs reflète cette recherche de l'harmonie dans le chaos, notamment à travers l'utilisation de figures de style telles que l'antithèse, l'oxymore et la personnification, afin de transmettre au lecteur cette dimension recherchée de l'anarchie organisée à l'intérieur des poèmes mêmes comme à l'intérieur des scènes décrites. Donc, les récits de voyage de Pierre Loti. Donc, de base, Pierre Loti, c'est un officier de la marine française et il est également écrivain. Il va se rendre 2 fois au Japon en tant qu'officier de la marine française et il s'inspire de ce voyage pour écrire plusieurs romans comme Madame Chrysanthème, mais aussi les suites de Madame Chrysanthème, donc Une page oubliée de Madame Chrysanthème, La troisième jeunesse de Madame Prune, et il va faire également un essai sur les femmes japonaises. Au cours de ces voyages, donc ces impressions de voyage vont aussi être retranscrites dans Japonerie d'automne. Donc, c'est composé de 9 récits sur ces voyages à Tokyo, Kyoto et Nikko. Donc, les textes de voyage de Loti, ils sont très stéréotypés. Donc, par exemple, dans Madame Chrysanthème, il a une vision de la femme et des geishas qui est quand même très mal représentée et qui participe à véhiculer un imaginaire faussé sur le Japon. Donc, à l'intérieur de ces textes, Loti utilise aussi des figures de style, donc comme mon collègue vous en a parlé, et des expressions afin de donner à ces récits une dimension grandiose qui demeure pourtant basée sur ses propres expériences. Donc, dans Japonerie d'automne, par exemple, il va nous parler à un moment d'une salamandre. Et donc, voilà. Et il décrit la salamandre comme une bête rare, comme une bête inconnue ailleurs sur Terre, une grosse masse froide. Et donc, ça laisse le lecteur imaginer une créature fabuleuse qui va de pair avec la vision tout aussi fabuleuse qu'il essaye de transcrire à travers ses textes. Et donc, Loti, par son style, s'inscrit totalement dans le japonisme littéraire, comme Baudelaire. Donc, moi, je vais vous parler du japonisme et la mode vestimentaire. Donc, comment le japonisme a inspiré la mode vestimentaire en Europe. Ça a commencé à la moitié du 19e siècle, quand les Européens, eux, portaient pas trop attention à la culture japonaise, jusqu'à ce que la Compagnie des Indes orientales hollandaises introduit le kimono aux Européens. De ceux-ci, celles les plus aisées décident de le porter comme une robe de chambre. Voyant la popularité de celui-ci, les stylistes européens s'inspirent de plus en plus du japonisme, ce qui revient le plus souvent dans leur création. Ça reflète la fluidité et la simplicité du kimono. Et aussi, un autre aspect du japonisme, ce sont les motifs. On retrouve dans les textiles européens
des inspirations provenant du kimono et de l'art japonais. De l'art japonais, on retrouve souvent le thème de la nature. Donc, on le retrouve sous forme de fleurs de cerisier, chrysanthèmes, soleil, rayons de soleil, nuages et vagues. On retrouve aussi le japonisme dans la haute couture de Paris. Ce fut intégré dans le début des années 1900 par principalement Coco Chanel, Paul Poiret, Édouard Molineux, juste pour en citer quelques-uns. Et je vais vous montrer comment certains d'entre eux se sont inspirés du kimono, donc certaines de leurs créations. Donc ici, on retrouve Jeanne Paquin. Comme on peut voir sur sa création ici, sur sa robe, pour les trois, on voit très bien, c'est le kimono, son inspiration. De par ici, c'est le ceinturon et l'encolure, l'ouverture du veston. Pour ce qui est des deux créations ici, c'est vraiment avec le col rond ample, les manches amples du kimono. Et pour la robe ici, rose, on voit aussi l'inspiration de l'art japonais en ayant les fleurs. Pour ce qui est de Paul Poiret, c'est aussi le kimono qui s'est inspiré avec ici les encolures amples, l'ouverture du kimono de la robe. Et ici, on voit aussi avec le ceinturon et les fleurs. Par contre, pour ce qui est de Charles-Frédéric Worth, lui, c'est plutôt inspiré vraiment de l'art japonais. Je trouve qu'il se démarque un peu plus en utilisant autre chose que le kimono. On voit ici avec les rayons de soleil, les nuages et pour ici les fleurs. Donc, c'est comme ça que le japonisme a inspiré la mode vestimentaire européenne. Merci. Pour conclure, l'influence de l'art et de la culture japonaise a eu un impact considérable sur l'art occidental. Et sans cette influence, l'art de cette époque, que nous connaissons aujourd'hui, aurait été bien différent, que ce soit dans les beaux-arts, avec par exemple l'apport de nouvelles techniques et de nouvelles couleurs, dans la littérature, avec la traduction de nombreux poèmes, la copie des figures de style, ou dans les récits de voyage, mais également avec la mode, donc avec les kimonos et les nombreux motifs exotiques. Le japonisme a apporté une vague d'inspiration pour tous les artistes de l'époque.